Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. En Suède, les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse après l'incendie dans une discothèque qui a fait 60 morts et 162 blessés. La thèse d'un acte criminel n'est pas rejetée. En Corse, le préfet Bernard Bonnet, devant les élus régionaux, dresse un bilan de la situation économique dans l'île dans un discours de fermeté. Halloween s'installe en France, une opération marketing pour cette fête si populaire aux États-Unis, des citrouilles et des sorcières qui ne plaisent pas à tout le monde. Cinéma avec la sortie mercredi sur les écrans de Alice et Martin, les retrouvailles 12 ans après d'André Téchiné et de Juliette Binoche. Juliette Binoche que nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau. La Suède cherche à comprendre les circonstances du tragique incendie qui a ravagé en quelques secondes la discothèque de Göteborg. Les témoignages sont contradictoires et pour les enquêteurs, l'hypothèse d'une origine criminelle n'est plus écartée, même s'il n'y a aucune confirmation. Sur place, bien sûr, l'émotion reste immense. Olivier Galzi, Jean-Paul Chausset. C'est tout ce qu'il reste du local de l'association des jeunes macédoniens. Une salle aménagée en discothèque pour l'Halloween. Prévu pour 150 personnes, ils étaient 400 jeudi soir à avoir rendez-vous avec l'horreur. Selon certains témoins, l'incendie aurait démarré derrière cette issue de secours. Quand le disc jockey a donné l'alerte, il était trop tard. Le feu s'était déjà propagé par le faux plafond à une vitesse faramineuse, inexpliquée. Bousculade dans les escaliers, 400 adolescents se ruent alors vers la seule porte de sortie. C'était la panique. On m'a poussé, je suis tombé. Tout le monde me piétinait. Et puis une fille est tombée sur moi. Tant bien que mal, je l'ai aidé à atteindre la sortie. Les amis d'Ahmed ont eu moins de chance. Coincés au fond de la salle, ils n'ont pas pu s'échapper. À l'hôpital de Göteborg, rescapés et proches des victimes sont venus se recueillir une dernière fois sur les corps alignés dans ce bâtiment. Room for Aft, la salle aux adieux. En sortant, la plupart, effondrés, seront pris en charge par des psychologues. Que s'est-il passé exactement dans la nuit de jeudi à vendredi? Court-circuit dans l'installation électrique inadaptée au local? Incendie criminel? La police ce soir n'a toujours pas de réponse. Nous n'excluons aucune hypothèse, mais l'enquête est en cours et il faudra attendre l'analyse des matériaux qui ont brûlé. En attendant les résultats de l'enquête, toute la journée, badauds et proches des victimes sont venus déposer des centaines de bougies. Des bougies pour dire leur émotion et leur incompréhension face à ce qui demeure dans l'histoire de la Suède l'incendie le plus mortel de ce siècle. À Ajaccio, 9 mois après l'assassinat de Claude Érignac, le préfet Bernard Bonnet, pour la première fois devant les élus régionaux, il a rappelé sa détermination à rétablir l'état de droit en Corse. Un discours en forme de bilan. Alban Mikosi. Bernard Bonnet a le sourire, mais c'est un sourire de circonstance. Ce matin, devant les élus de l'Assemblée régionale corse, il a dressé un premier bilan de son action et rappelé les principes qui la guident. Un discours de fermeté qui a déplu aux élus nationalistes du groupe Corsica Nation. Alors nous n'avons qu'une seule question à vous poser, monsieur le préfet. Elle ne s'adresse pas à l'homme, bien entendu. Cette question est simple. Quand comptez-vous partir? Monsieur le préfet, vous ne pourrez pas répondre à cette question. C'est l'histoire qui répondra. Et pendant que ces élus vont quitter la salle, la réponse du préfet tombe, cinglante. Vous m'avez demandé quand je partirai. Eh bien, je vais vous le dire. Je partirai quand vos amis cesseront de raquettes. Je partirai quand vos amis cesseront d'assassiner dans les fêtes de village. Je partirai quand vos amis cesseront de déposer des explosifs. Les positions semblent donc plus éloignées que jamais. Nous sommes très calmes. Nous sommes chez nous. Le dernier, il est parti entre quatre planches. Préalablement, le préfet avait insisté sur le principe majeur de son action, la transparence. Les négociations qui s'étaient nouées au fil des années avec des organisations dissoutes ont cessé. Elles ne reprendront pas. Les seuls interlocuteurs de l'État sont les élus. Des élus, notamment à droite, qui ont très fraîchement accueilli les conclusions du rapport Glavany. Mais dans son réquisitoire, Bernard Bonnet a aussi soufflé le chaud. Si une fraude de 100 millions de francs a été détectée chez un particulier, le taux de recouvrement de l'impôt a dans l'ensemble
sensiblement progressé cette année. Chez un certain nombre de contrées les plus importants de l'île. Les éleveurs de porc, après les opérations coup de poing de cette semaine, ont décidé aujourd'hui de s'adresser directement aux consommateurs. Une opération vérité sur les prix comme à Vannes devant les supermarchés. Olivier Sioux, Gabriel Camilla. Les éleveurs de porc du Morbihan ont une façon très personnelle de participer à la relance de la consommation. Une cinquantaine d'entre eux sont venus faire leurs courses aujourd'hui au rayon boucherie de plusieurs grandes surfaces de la région, constatant au passage que prix d'achat à l'éleveur et prix de vente aux consommateurs n'ont décidément pas grand-chose à voir. Une discussion difficile s'engage alors avec les responsables de l'hypermarché. Vous allez retourner à l'époque des seigneurs. Vous me videz mon rayon boucherie et vous allez prendre cette viande et la redistribuer. Comment vous appelez ça? C'est de la redistribution gratuite que j'appelle ça. Oui. Et actuellement, moi, j'élève des porcs, comme tous mes collègues ici, gratuitement aussi. Je perds 250 francs par porc aujourd'hui. J'ai un élevage de centurie, ça me fait quand même 15 000 francs par semaine. Car les éleveurs tiennent la grande distribution et ses marges supposées pour largement responsables de la crise actuelle. Pour en convaincre les clients, rien de mieux après un passage express en caisse qu'une bonne distribution gratuite. Sur le parking, le dialogue s'engage du producteur au consommateur sans intermédiaire. Et pourtant, les intermédiaires, il n'est toujours question que d'eux. On nous le paye 5 francs 20 le kilo, alors que les grandes surfaces le revendent 70-80 francs. Donc c'est eux qui prennent la part du marché, on nous demande qu'ils nous la rendent un petit peu. Oui, voilà. Alors donc consommez du porc, madame. Mais les consommateurs, eux, restent souvent dubitatifs sur l'origine de la crise. C'est catastrophique, tout simplement. Et comment se fait-il qu'ici il y a des problèmes et que dans d'autres régions de France, on pousse des gens à construire des porcheries? C'est quand même étonnant. C'est soit en Alsace ou en Bourgogne. C'est surprenant, ça. Au passage, cette opération vérité très médiatique aura aussi permis de restaurer l'image des éleveurs que les actions spectaculaires de ces derniers jours avaient un peu altérée. Quant à la nourriture qui n'a pas été distribuée, les agriculteurs ont prévu de la donner à des organisations humanitaires. Et le nouveau ministre de l'Agriculture, Jean Glavany, a déclaré aujourd'hui à Toulouse qu'il était important de venir en aide aux plus défavorisés, mais pas question d'aider à la production. L'Est de la France redoute de nouvelles inondations. Les habitants, notamment dans la vallée de la Moselle, sont sur le qui-vive. Alors que la pluie continue de tomber, on se prépare à une nuit difficile. Jérôme Soulard, Patrice Schumacher. La pluie qui recommence à tomber et un ruisseau, le Zinzel, qui menace de déborder encore. Mais à l'ancien moulin de Dossenheim, on a tout fait cet après-midi pour éviter les dégâts. On est en train de remettre les sacs de sable pour se prémunir parce qu'apparemment, il y a une nouvelle vague de pluie qui va arriver. Alors comme ça, on sera prêt, si jamais, au cas où. Des moyens de fortune, mais finalement efficaces. Il y a 2 jours, 60 cm d'eau entouraient la maison, mais en surveillant la montée du ruisseau, on a su éviter le pire. Ce soir, on restera tous dehors pour regarder, pour surveiller. Sinon, il faut remonter les meubles et tout. Quand on les a descendus, nous, on ne savait pas qu'il y avait une précipitation comme ça. Même problème dans ce supermarché lorrain. À peine les traces de la première inondation sont-elles effacées qu'il faut déjà se presser pour protéger la marchandise en attendant la suivante. On regarde la météo, mais bon, l'eau, on ne l'arrête pas, quoi. Donc, quand c'est fait, c'est pas comme le feu ou autre chose. Quant aux pompiers de Sarrebourg, après 2 nuits blanches consécutives, ils restent encore mobilisés plus que jamais. Car si le niveau de la rivière a baissé un peu ce matin, ce soir, la cote d'alerte est à nouveau dépassée. C'était une accalmie de courte durée. Donc on se prépare, je ne vais pas dire au pire, mais on est quand même sur nos gardes pour toute cette nuit. Ce soir, sur le Grand Est, on annonce une grosse perturbation, des millions de mètres cubes d'eau supplémentaires qui pourraient encore faire bien des dégâts. L'astronaute John Glenn a aujourd'hui véritablement commencé sa mission scientifique à bord de Discovery. Ses recherches doivent permettre de mieux comprendre les effets du vieillissement. John Glenn qui a donné sa première interview télévisée en direct de l'espace. Anne Guéry. Quelques heures en apesanteur et le vieil astronaute a retrouvé une seconde jeunesse. Son visage est bouffi mais l'homme est radieux, encore sous le charme de ses premières sensations. Depuis le décollage, j'ai senti que mon corps subissait beaucoup de transformations physiques. Hier, par exemple, très vite après le décollage, j'ai constaté que mon visage était en train de changer de volume, que ma tête était en train d'enfler.
Maintenant, je me sens vraiment bien, très bien même, c'est génial, car pendant l'entraînement, j'avais vraiment peur de ne pas être en forme. Je ne ressentais pas du tout les mêmes sensations que j'ai là, c'est-à-dire de très bonnes sensations. Il y a 36 ans, John Glenn n'était resté que 5 heures dans l'espace. Cette fois-ci, pendant 9 jours, il servira de cobaye pour la recherche sur le vieillissement en apesanteur. J'ai des appareils sur moi qui enregistrent la température de mon corps et qui contrôlent toutes mes fonctions vitales. Pendant cette mission, ces données seront enregistrées chaque jour dans cet appareil que j'ai fixé là, à ma ceinture. Le héros de l'Amérique, au service de la recherche, rien n'a pu lui voler la vedette, pas même l'exploit de cet homme non identifié dans le ciel de la navette le jour du départ. Certes, le décollage fut retardé, mais à bord de Discovery, à 77 ans, John Glenn est entré dans la légende pour la seconde fois. À Tel Aviv, des dizaines de milliers d'Israéliens rassemblés pour commémorer le 3e anniversaire de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. Des centaines de policiers à pied d'œuvre dans la crainte d'un attentat. Léa Rabin, la veuve du Premier ministre, devrait prononcer un discours à la mémoire de son mari. Une cérémonie avec ces banderoles où l'on pouvait lire « Il faut protéger la paix, il faut continuer sur le chemin qu'Yitzhak Rabin a tracé ». À Londres, l'épouse du général Pinochet décide de prendre la parole pour soutenir son mari en tenant une conférence de presse cet après-midi. Celle qui partage la vie et les idées de l'ancien dictateur chilien a tenté de jouer sur la carte sensible. Maryse Burgot. Cette femme vêtue de noir se dit très faible physiquement et mentalement. Elle dit avoir vécu ces derniers jours une expérience amère. Cette femme s'appelle Lucia Pinochet. Elle partage la vie de l'ancien dictateur chilien. L'ex-première dame du Chili a elle-même organisé cette conférence de presse à Londres. Arguant de son mauvais état de santé, elle n'accepte aucune question de journaliste. Elle se contente de lire un communiqué pour parler essentiellement de son désarroi. Je suis submergée par l'angoisse en ce moment. Les derniers jours ont été très tristes. En ce qui concerne la situation légale, je ne peux pas et ne veux pas me prononcer. Ma confiance en Dieu et en la Vierge reste immense. Ils ne m'ont jamais abandonné. Et aujourd'hui, je les supplie de faire en sorte que nous puissions rentrer dans notre chère patrie. Lucia Pinochet quitte la salle. Elle va prier pour que son mari échappe à la justice. Pendant ce temps, devant l'hôpital où réside le dictateur, 200 manifestants maintiennent la pression. La conférence de presse de Mme Pinochet sur son état de santé et celui de son mari ne les a nullement apitoyés. Je crois que ce n'est pas une question d'âge, parce que quand lui il a donné le coup d'État, il a tué aussi, il a fait assassiner des hommes très vieilles, ou des enfants, ou des gens comme moi, que j'avais 22 ans à cette époque. Il nous a cassé notre jeunesse à nous. La Chambre des Lords décidera mercredi ou jeudi à Londres et en dernière instance si l'arrestation d'Augusto Pinochet était légale ou non. L'Irak tente de souffler le chaud et le froid, d'abord en annonçant à la télévision sa décision de rompre toute coopération avec l'UNSCOM, la commission de l'ONU chargée de son désarmement. Le Conseil de sécurité se réunira ce soir à New York. La Grande-Bretagne juge inacceptable cette décision. La France demande instamment la reprise de la coopération de l'Irak avec l'ONU. Bataille de communiqués. Ce soir, l'Irak affirme autoriser les experts de l'UNSCOM à rester, même si elle ne coopère pas avec eux. Paula Jones, à Washington, a reçu un chèque d'1 million de dollars. Cette somme offerte par un généreux donateur, figure excentrique de la politique et des arts, est une monnaie d'échange. L'argent contre le retrait de sa plainte pour harcèlement sexuel contre le président Clinton. Cet homme que vous voyez sur le podium est M. Hirschfeld, qui a donc signé le chèque. La France envahie ces derniers jours par les citrouilles et les sorcières d'Halloween, une opération commerciale rondement menée pour faire accepter cette fête si typiquement américaine. Sophie Mézel, Eric Giorgio. Ici, on a pris de l'avance. Halloween 99 est déjà en ébullition sous le burin de ses sculpteurs. Surenchère de l'horreur, le gore fait son effet.
Prière d'être le plus monstrueux possible pour peupler les cauchemars des fêtards de tous âges. Ces créateurs-là nous parlent de nos frayeurs les plus intimes. Alors, la fête de mort, fatalement, ça plaît aux amateurs d'horreur. Maintenant, si on rajoute quelques petits morceaux de viande par-ci par-là, pour les perfectionnistes, les puristes, ça peut rajouter un plus. Nous sommes à Saumur, chez César, le leader mondial du masque. Pour cette PME qui emploie une centaine d'ouvriers, dont une part importante de saisonniers, Halloween est une aubaine. En 3 ans, le chiffre d'affaires des citrouilles, sorcières, lucifères et autres vampires s'est établi à près de 30 millions de francs. Et c'est énorme puisqu'on estime le marché français, confiserie et déguisements confondus, à une centaine de millions. Halloween est arrivé chez nous en fanfare il y a 3 ou 4 ans, propulsé par des gigantesques opérations marketing. Aujourd'hui, tout le monde s'y met. Les bouts de chou sont des cibles privilégiées. Depuis une semaine, une ribambelle de petits monstres suivent les ateliers du jardin d'acclimatation. Une proposition parmi les centaines qui fleurissent autour du potiron et de sa légende. Regardez ma citrouille. Elle est drôle ma citrouille. Regardez ma citrouille, elle est drôle ma citrouille. Ici, on fait saliver les gourmets en herbe. Le résultat ? À l'étage, c'est barbouillage à volonté. Il n'en faut pas plus aux bambins pour adopter sans retenue cette fête venue d'ailleurs. Ah, d'accord, Halloween. Les grands non plus n'ont pas mis longtemps à s'y mettre. Dans cet entrepôt du 20e arrondissement de Paris, l'Amicale, on propose sur 2000 mètres carrés 10 000 références. Ici, on peut s'offrir une panoplie complète pour une centaine de francs. Alors pour une fois et pour la bonne cause, les bourses se délient sans trop d'angoisse. Aux États-Unis, Halloween, jadis réservé aux enfants, est devenu le phénomène le plus commercial après Noël. Un événement qui rapporte plus de 2,5 milliards de dollars pour cette fête d'origine celtique. Philippe Gassot. Les citrouilles symboliques bien pacifiques cachent à la fin du mois d'octobre des pratiques bien singulières. Quand souffle le vent d'Halloween, l'Amérique est méconnaissable. Tout le monde participe. Du jardin d'enfants au lycée, la fête est incontournable, quasiment nationale. Chacun y va de son effet, souvent morbide. Les jardins et les terrasses sont à déconseiller la nuit. Si vous avez peur, raccrochez. C'est une horreur. Il y a ceux qui ne se laissent pas impressionner, les durs, et les autres. Vous avez peur, les enfants? Non. Et toi? Halloween, la fête qui ne fait trembler que les enfants, c'est vite dit. Il y a aussi des adultes, des personnes insoupçonnables qui jouent le jeu. La banque la plus ancienne de Virginie n'a pas été épargnée. Nous sommes bien dans une banque, pas d'erreur, et les clients seront servis toute la journée selon la tradition. Car ici, il s'agit, malgré les apparences, d'une maison sérieuse. Les grands patrons se sentent obligés, eux aussi, même si c'est timidement, de suivre le mouvement. Et tant pis pour ceux qui attendent. Quant aux opérations plus ou moins compliquées, ce sera pour plus tard, car chez Burke et Herbert, on a organisé un concours de costumes. Nos clients adorent ça. Nous avons des bonbons pour eux un peu partout dans la banque. On a même des friandises pour les chiens de nos clients, et il y en a beaucoup. La fête a rapporté l'an dernier au pays 15 milliards de francs en location de costumes, services, friandises et autres citrouilles. De quoi faire oublier que ce sont ceux qui ont fui la famine en Irlande au siècle dernier qui ont amené Halloween aux États-Unis afin d'effrayer les mauvais esprits. En Amérique centrale, le cyclone Mitch a fait au moins 139 morts, dont 129 au Honduras. Et au Nicaragua, le gouvernement a décrété l'état d'urgence au Honduras. Une partie des victimes sont mortes noyées dans les inondations. Le bilan définitif devrait être beaucoup plus lourd. Au Nicaragua, près de 150 000 sans-abri, dont la moitié sont des enfants. Formule 1 avec dimanche la bataille finale. Michael Schumacher affrontera Mika Häkkinen pour le titre de champion du monde. Le coureur allemand, s'il gagne, offrira à l'écurie Ferrari ce titre qui lui échappe depuis près de 20 ans. Portrait du directeur sportif de Ferrari, Jean Todt, qui a donné une nouvelle impulsion. Reportage Laurent-Frédéric Bellet, Jean-Jacques Le Garec.
Et fusion, ou plutôt fusion. Entre ces deux-là, le courant passe. Schumacher-Jean Todt, le renouveau de Ferrari. Maranello, Italie. Ici, à chaque triomphe de la Scuderia, les cloches de l'église San Baggio sonnent à la volée. Cela fait 10 ans qu'Enzo Ferrari est mort, c'est comme s'il était encore là. Cette petite ville de 15 000 habitants près de Bologne vit au rythme de l'écurie la plus prestigieuse du monde. Les pilotes d'aujourd'hui sont en vitrine, ceux d'hier, comme Gilles Villeneuve, toujours vénérés. Dans ce petit royaume règne un seigneur souverain, un Français aux commandes depuis 5 ans. Son titre, directeur de la gestion sportive de Ferrari, le rêve de tout amoureux du sport automobile. J'ai peu de contact direct avec les voitures, mais mon rôle est d'être un manager, un peu un chef d'orchestre, et de choisir les hommes, de les faire travailler dans de bonnes conditions et de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Que de chemin parcouru par cet homme qui n'a pas son bac, mais qui a tout réussi. Ancien copilote, ancien patron chez Peugeot Sport, il est à 52 ans l'homme de la réorganisation Ferrari, celle qui permet de rêver à nouveau au titre mondial. Mais il n'est pas seul, à ses côtés il y a Schumacher, le baron rouge, un fils spirituel. Même si par pudeur, parfois on cache nos sentiments, donc le fait de partager des points de vue en commun nous aide sûrement à être plus forts par rapport aux autres. Au même moment, à 1 heure de route de Maranello, Schumacher se trouve sur le circuit de Mugello. Des essais, encore des essais. 40 000 km parcourus cette année entre chaque Grand Prix. Mais cette fois, Ferrari montre sa toute-puissance. Pour tester les pneus, rien n'est trop cher. 25 camions-citernes, 500 000 litres d'eau, un circuit entier est arrosé pour recréer sous le soleil les conditions de pluie. Impossible d'approcher des stands à moins de 20 mètres. Quant à Schumacher, impossible de lui parler. Son temps est compté, seules 5 minutes d'interview à 2 télés allemandes sont autorisées. Mais qu'importe pour l'homme qui valait 37 millions de dollars par an, soit 600 000 francs par jour. Le temps c'est de l'argent, un titre mondial, ça coûte cher, ça rapporte encore plus. Alors, inlassablement, il repart, sous le soleil, sur le mouillé. Pendant ce temps-là, Jean Todt œuvre dans l'ombre, 15 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, le prix de la passion Ferrari. Arrivée de la première étape de la course autour du monde en solitaire au Cap en Afrique du Sud, c'est finalement le Britannique Mike Golding, un Anglais de 38 ans, qui a remporté l'épreuve devant Isabelle Autissier qui espérait la victoire. Christophe Duchéran, Frédéric Basile. Il y a une semaine encore, faire de Mike Golding un possible vainqueur au Cap était pour le moins hasardeux. Et pourtant aujourd'hui, un peu après 12 heures, c'est lui qui a coupé la ligne d'arrivée en premier au prix d'une fin de course extraordinaire. Ce n'est qu'avant-hier que l'Anglais a pris la tête de la flotte, victoire symbole de ce blond jeune homme de 38 ans qui marque le retour des Britanniques dans la course au large en solitaire. Les Français ne sont plus seuls au monde, battus pour les fleurs et le champagne. 2h41 après Golding, arrive Isabelle Autissier. Isabelle qui fit une partie de l'étape en tête, mais handicapée par une avarie, elle n'a pu utiliser toute la puissance de son bateau. Ça ne l'a pas empêché de faire une course pleine de hargne et d'intelligence. Elle limite les dégâts, de bonne humeur à l'arrivée, elle arrose la petite foule de champagne et elle s'affiche joyeusement avec Mike Golding venu l'accueillir. Après tout, c'était la moindre des politesses. En fin d'après-midi, c'est au tour de Marc Tiercelin de faire son apparition. Pendant un temps, il a fait la course en tête et tout comme Isabelle Autissier, il a pu penser l'espace d'un moment que la victoire lui sourirait. Mais là encore, c'est la technique qui l'a trahi, avec une grand voile qui partait en lambeaux et qu'il a fallu rafistoler autant que possible. Mais il est lui aussi loin d'avoir tout perdu. Cette première étape entre Charleston et le Cap a été particulièrement disputée. Après 6 830 milles, plus de 12 000 km de course et 34 jours de mer, moins de 9 heures séparent les 3 premiers. Comme dirait le pronostiqueur, tout peut encore arriver. En effet, tout peut encore arriver. Isabelle Autissier, vous êtes donc en direct du Cap. Bonsoir. On peut évidemment imaginer que vous êtes déçu, vous avez entrevu la victoire. Pour quelle raison finalement le Britannique a pris l'avantage? Essentiellement à cause de mes problèmes techniques. Il y avait des voiles que je ne pouvais plus utiliser et donc évidemment ça m'a freiné. Et Mike en a profité pour prendre l'avantage. Mais bon, je pense que j'ai limité les dégâts, 2h30 de retard, c'est pas monstrueux et il y a encore 3 étapes à disputer. Très belle performance, 34 jours de navigation. Dans quel état physique, mental vous êtes ce soir? La course a été éprouvante? Oui, ça a été vraiment dur parce que d'abord on était très proches les uns des autres, donc ça demande une attention totale, permanente. C'est vrai, beaucoup de tension nerveuse et puis pas mal de fatigue physique parce que c'est quand même des gros bateaux à manœuvrer. Mais enfin bon, là ça va, je crois qu'il y aura quelques bonnes nuits de sommeil et ça va permettre de remettre la machine d'aplomb.
Alors Isabelle Autissier, il y a 4 ans, dans cette même épreuve, vous aviez gagné au Cap, puis il y a eu la deuxième partie de la compétition que l'on connaît. Finalement, mieux que quiconque, vous savez que tout est encore possible. Oui, c'est évident. Là, on a fait, je dirais, une mise en jambe, même si elle était longue de 34 jours. Il y en a 2 étapes assez terribles, l'océan Indien et l'océan Pacifique. Les mers du Sud, dans lesquelles je suis payée pour le savoir, effectivement, tout peut arriver. Et je crois qu'à la fois, il faudra aller très vite et en même temps, il faudra être très prudent et faire face au mauvais temps et au froid le mieux possible. Une dernière question, comment allez-vous passer cette première journée à terre ? Bon, ben là, c'était les retrouvailles et puis soulager la pression, puis avoir cette tension en permanence sur les épaules, ça fait vraiment du bien. Donc tous les amis qui sont ici et puis ben, là, on va aller faire un repas tous ensemble. Je crois qu'il y aura une bonne nuit de sommeil derrière. Merci Isabelle Autissier et très bonne soirée. Cinéma avec la sortie mercredi prochain d'Alice et Martin avec Juliette Binoche que j'ai le plaisir de recevoir. Ce film marque les retrouvailles 12 ans après de Juliette Binoche avec André Téchiné, une histoire d'amour. Pascal Deschamps, Valérie Criton. Alice et Martin, 2 prénoms, 2 destins qui se croisent. Alice, 30 ans, violoniste. Martin, 20 ans, adolescent perturbé qui porte un lourd secret. 2 êtres qui vont vivre une histoire d'amour difficile. 2 êtres à fleur de peau qui, en contact l'un de l'autre, vont construire un destin commun. Vous savez, Alice, si je vous avais pas rencontré, je crois que... bah, j'existerais pas. Mais pourquoi vous dites ça? Vous existez parfaitement sans moi. Vous vous débrouillez vachement bien, c'est moins qu'on puisse dire, merci. Vous avez fait du chemin. Quel chemin, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un filon, c'est tout. En tout cas, j'ai bien réfléchi, vous me reprochez souvent d'avoir du mal à parler, et là, je vais y aller carrément. C'est la première fois que je veux vraiment quelque chose dans ma vie. Je comprends pas. Vous voulez quoi? À vous. Juliette et André, 2 destins de cinéma qui se sont croisés il y a 12 ans pour un rendez-vous et se recroisent aujourd'hui. Juliette retrouve, telle une partition familière, la musique de Téchiné. Cette façon qu'il a d'évoquer la douleur cachée derrière la légèreté, de suivre avec fluidité l'errance des âmes et des corps à la recherche d'un point d'ancrage. André avait envie d'offrir à Juliette un rôle qui lui ressemble, les pieds dans la boue, la tête dans les étoiles. Il m'a toujours vu un petit peu comme ça, c'est-à-dire avec... la réalité qui est difficile, mais avec des rêves et des envies lumineux et plein d'espoir, quoi. En fait, c'est ça. Donc, c'est des personnages, le personnage que je joue souvent avec André, enfin les 2 personnages que j'ai joués, c'est quelqu'un qui doit assumer beaucoup de choses de la vie qui sont difficiles, mais à la fois, il y a quand même on s'en sort et il y a un peu dans Tchekhov, hein, les personnages de Tchekhov sont labourent la terre, mais à la fin, bon, il y a toujours quelque chose qui pousse. Monsieur Martin, je suis sûre qu'on va trouver une solution tous les 2. On a de compte à rendre à personne. Il suffit juste d'avoir le courage d'être heureux. Romanesque, émouvante, l'histoire d'Alice et Martin vous entraîne sur les traces de 2 êtres d'aujourd'hui qui tentent de se créer une famille. Une famille comme celle qu'à 12 ans de distance, Juliette et André ont su faire exister. Juliette Binoche, bonsoir. C'est un immense plaisir, je dirais presque un privilège de vous recevoir. C'est vrai que vous vous faites rare. Alors ce film, on le disait, scelle un peu vos retrouvailles avec André Téchiné. J'ai envie de savoir quelle réaction lorsque vous avez lu au tout début le scénario. Est-ce que l'appel de Téchiné était irrésistible? J'ai dit oui avant de lire le scénario, c'est vrai. Donc c'était difficile de faire. Mais de toute façon, quand j'ai lu le scénario, il y avait déjà une histoire, il y avait la recherche de la vérité, quand même un des sujets fondamentaux de la vie, je dirais. Et ça m'a donné envie de monter en selle tout de suite. Alors 2 personnages prisonniers d'eux-mêmes et en même temps avec un formidable appétit au bonheur. En quoi ce personnage d'Alice vous touche? C'est précisément cette aptitude à l'amour, cet amour qu'elle donne? Au départ, c'est une musicienne un peu ratée et en fait, on a l'impression qu'elle est douée pour rien, ni pour l'amour, ni pour le travail, ni pour l'art finalement. Et elle va se révéler à travers cette rencontre avec Martin. Et en fait, je dirais que si on peut faire des parallèles entre Rendez-vous, que j'ai tourné il y a 12 ans, oui, et ce film-là, dans Rendez-vous, elle se réalise en tant qu'artiste, tandis que dans ce film, elle se réalise en tant que femme, à travers l'amour. Et je trouvais que c'est une belle évolution. Je dois dire que vous y êtes remarquable. J'ai envie de dire que c'est vrai pour la plupart de vos films. Ça veut dire quoi, jouer l'intimité d'un acteur? Comment est-ce qu'on trouve cette intimité qui ressort? On a le sentiment que vous ne jouez pas, d'ailleurs. Je crois que ça démarre dans la simplicité. Je crois qu'être là, présent aujourd'hui, comme je vous écoute aujourd'hui, en face d'une caméra quand on tourne, on écoute son partenaire et puis il faut s'écouter soi.
Je crois que c'est la petite voix qu'on a à l'intérieur de soi qui fait que, on peut ouvrir les portes qui sont fermées, débloquer certaines émotions et puis, je sais pas, il y a une magie à un moment donné d'une équipe. Il y a des choses qui s'expliquent pas forcément. Elle passe vraiment très bien. Il paraît que Téchiné a demandé à la maquilleuse de ne pas jouer sur votre beauté exprès. C'est exact? Je crois que c'est vrai que c'est des gens qui sont dans le réel, qui sont concrets. Il faut croire à ce côté âpre, disons, de la vie de tous les jours. Surtout à Paris, quand on essaye d'y arriver, ce qui n'est pas facile quand on démarre un travail d'artiste. Parce que c'est à chacun de tracer sa voie. La voie n'est pas tracée pour vous. Et je crois que cette âpreté, il avait envie de la montrer à travers les visages, comme à travers la vie et les actions des personnages. J'aime beaucoup cette citation de George Sand que l'on vous prête. Je ne sais pas si on fait bien de le faire, mais je ne suis ni homme ni femme, je suis enfant. Ça a une résonance pour vous, cette phrase? Tout à fait. Comme elle disait aussi, j'ai cherché à être ni un homme ni une femme, mais à être un artiste. Je crois qu'entre l'enfant et l'artiste, il n'y a qu'un pas. Parce que chaque enfant est artiste, il faut juste rester ouvert tout le long de sa vie. Et ça, c'est une dure épreuve. Et sur la féminité, c'est aussi une façon de dire qu'à un moment, vous avez refusé ou eu peur de votre grâce, de votre féminité, de cette image. Je crois que j'avais une énergie de footballeur au départ, quoi, parce que j'avais... Vous voulez dire. Oui, mais enfin, une énergie qu'on ne voit pas forcément chez les filles, ou l'image qu'on donne des filles. Et c'est vrai que j'avais plus envie d'aller courir avec les garçons et donner un coup de pied dans le ballon que enfin, jouer à la poupée, si je jouais beaucoup à la poupée. Mais disons qu'il y a un moment donné, il faut accepter ce qu'on est et puis faire avec. Alors, si vous n'aviez pas été touché par la grâce ou la passion du théâtre, je crois savoir que vous auriez aimé être médecin, c'est vrai? Ça, c'est une vraie passion, oui. C'est quoi? C'est à travers le cinéma aussi, c'est ce besoin de donner, besoin de générosité, besoin de compassion, besoin de solidarité? Oui, ça c'est vrai, mais aussi c'est la liaison qu'on peut faire entre le corps et l'esprit. Et pour moi, les choses ne sont pas séparées. Et dans la médecine, disons, conventionnelle, pas traditionnelle, il y a la séparation, le corps et ce qu'on est vraiment. Enfin, et je trouve que dans les médecines parallèles, il y a une recherche que l'être est un être complet et qu'il faut lier les choses et savoir les reconnaître. Et pour moi, c'est passionnant. Et puis, dans mon métier aussi d'actrice, on analyse forcément ces personnages. Pourquoi on fait telle action et quel est le noyau, le démarrage d'une action. Donc, on fait le lien entre l'esprit, le cœur et le corps. Alors, pure hypothèse d'école, si un metteur en scène voulait tourner avec vous, qu'il ne connaissait de vous que votre talent, mais pas votre caractère, quelle mise en garde vous lui feriez? Il n'y a pas de talent sans caractère déjà. Vous concernant, vous êtes imprévue, exigeante, difficile, malléable ou pas sur un tournage? Je crois que j'ai pas l'existence de ma légende. Mais disons que l'exigence, c'est une démarche de tout artiste, je dirais, parce que si on n'est pas exigeant envers soi-même, on ne peut pas l'être non plus envers ce qu'on fait. Et je crois que quand on veut présenter quelque chose à un dehors, à un public, il faut pousser vers, avoir une certaine tension pour présenter ce qu'on peut le mieux possible, le plus beau possible. On ne veut pas donner le petit, on veut donner le plus grand. Donc pour donner le plus grand, il faut avoir une énergie encore plus grande que la moyenne. Alors après le succès du Patient anglais, vous êtes retourné au théâtre à Londres sur une petite scène avec un petit cachet et j'ai eu le sentiment que c'était un peu une façon de retrouver votre équilibre, peut-être même une survie. C'est comme ça qu'on doit l'interpréter? Je ne choisis pas mes rôles en fonction des cachets. Je choisis mes rôles avec ma passion, avec mes doutes aussi et mes remises en question. Je crois que plus ça va et plus j'ai une recherche de liberté intérieure. Qu'est-ce qui vous rend humble? Parce que vous l'êtes. Est-ce qu'il y a eu des expériences dans la vie où vous pourriez être plus sûre de vous, peut-être parfois plus arrogante? Oh, l'arrogance fait rien à l'affaire. Je crois que la poignée de main, c'est la première chose et c'est cette connexion, ce côté direct qu'on peut avoir avec les gens qui est le plus important. On est des messagers finalement tous et il faut faire ce lien-là entre les gens. Alors très vite, toute petite question, non, allez deux. Vous vous sentez perfectible? C'est vrai que vous avez besoin tout le temps de travailler, même quand vous ne tournez pas? Travailler, c'est pas vraiment le bon mot, comme dirait Rimbaud, quoi. Travailler, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est instrument de torture. Enfin, et pour moi, c'est la liberté. C'est vrai qu'à l'école, il y avait le côté travailler à l'école, et puis il y avait la cour de récréation. Et tout d'un coup, de jouer, d'imaginer des personnages, pour moi, c'était respirer l'oxygène, la liberté. Et j'ai toujours l'impression de continuer ce jeu d'enfance et à la fois cette envie de perfectionnement et de raconter des histoires et de partager des moments de vie. Vous les racontez très bien. Vrai ou faux?
faux, vous êtes une excellente cuisinière, vous roulez vos cigarettes. C'est vrai tout ça? Bon, je roule mes cigarettes parce que je suis en train de tourner un film en ce moment. Et cuisinière, je suis de temps en temps, mais c'est vrai que les journalistes qui ont dit ça dans un journal, ils ne m'avaient pas demandé qui avait fait la cuisine ce soir-là et c'était pas moi, ils s'étaient trompés. Comme quoi, il ne faut pas toujours croire ce qu'on dit dans les journaux. Donc j'ai bien fait de vous poser la question. Infiniment merci d'avoir répondu à notre invitation. On a appris aujourd'hui le décès de l'auteur-compositeur Paul Misraki, qui a signé notamment de grands succès populaires d'avant-guerre, comme Tout va très bien, Madame la Marquise. L'artiste s'est éteint à l'âge de 90 ans. Il avait été pianiste dans l'orchestre de Ray Ventura. Il a signé la musique de près de 150 films. Gréco, Montand ou Piaf ont interprété ses chansons. J'ajoute, Juliette Binoche, que vous serez l'invité demain, l'invité spécial chez Michel Drucker à 19h30. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle les principaux titres. En Suède, les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse après l'incendie dans une discothèque qui a fait 60 morts et 162 blessés. La thèse d'un acte criminel n'est pas rejetée. En Corse, le préfet Bernard Bonnet, devant les élus régionaux, dresse un bilan de la situation économique dans l'île dans un discours de grande fermeté. Dans un instant, la météo de Patrice Drevet, suivi du jeu Qui est qui avec Marie-Ange Nardi, dernier journal 0h50. Florence Duprat, je vous retrouve demain dès 13h. Merci de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.